Bonjour, eh bien, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Bienvenue donc à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation du dispositif Territoire engagé pour la nature en Normandie. Donc, je vais me présenter. Je suis Guillaume Salagnac, chargé de mission mobilisation des collectivités au sein de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, l'ANBDD. Et je suis plus spécifiquement en charge de l'animation du dispositif Territoire engagé pour la nature en Normandie. Au programme de ce webinaire qui durera approximativement 1h15, qui nous emmènera jusqu'à 15h15, on va essayer de tenir les délais. Donc trois temps. Donc un premier temps qui sera assuré par ma présentation et qui consistera à vous faire une présentation globale du dispositif Territoire engagé pour la nature. Ce sera l'occasion de vous présenter les attentes d'une candidature, mais également de vous présenter les principaux critères de sélection d'une candidature. Et puis, j'aurai l'occasion également de vous présenter assez rapidement le dossier de candidature. Dans un second temps, Caroline Crémadès de la région Normandie nous présentera la stratégie régionale pour la biodiversité Normandie 2030. Il s'agit d'un document qui est paru en début d'année dernière et donc qui est le fruit d'une longue concertation entre les différents acteurs normands concernés par la préservation de la biodiversité. Et donc Caroline nous expliquera comment les collectivités qui souhaitent s'engager d'antenne peuvent se servir de ce document pour construire, élaborer leur candidature. Et puis, donc, dans un troisième temps, Louise Vieussens, qui est chargée de transition énergétique à la ville de Montivilliers, nous fera un retour d'expérience puisque la ville de Montivilliers est TEN depuis maintenant 2020. Donc, la ville est dans son deuxième cycle de reconnaissance TEN. Et donc, Louise nous expliquera les raisons qui ont poussé la commune à s'engager dans la démarche, quels intérêts aussi la commune a trouvé à s'engager d'antenne, et elle nous présentera également les principaux engagements et les réalisations qui ont été effectuées dans le cadre du plan d'action Territoire engagé pour la nature. Juste quelques précisions avant de commencer plus en avant. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc il pourra vous être remis suite à sa diffusion, et que les différents supports de communication qui vous sont présentés aujourd'hui vous seront également remis. Voilà. Et puis, vous aurez aussi l'occasion, la possibilité, si vous le souhaitez, d'interagir donc en posant vos questions dans dans le chat. Et donc, vous y avez accès par l'intermédiaire de l'icône qui se trouve en bas à droite de votre écran sous forme d'une bulle. Mon collègue Adrien Guillemette, ici présent, se fera le relais de vos questions. Donc, vous aurez l'occasion de poser, on prendra les questions à la fin de chacune des trois présentations. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Territoire engagé pour la nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit d'un dispositif national qui a vu le jour en 2018 à l'initiative du ministère de la Transition écologique et de Région de France. Donc, il s'agit bien d'un dispositif national et qui est, on va dire, coordonné, animé au niveau national par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. L'objectif de Territoire engagé pour la nature, c'est bel et bien de lutter contre le déclin de la biodiversité en incitant des collectivités à s'engager dans des plans d'action en faveur de la biodiversité. Donc l'objectif de TEN, c'est bel et bien d'essayer d'agir au niveau local. Un point à signaler, c'est que le dispositif Territoire engagé pour la nature, il est cité dans différents documents, dont notamment la stratégie nationale pour la biodiversité 2030 et donc la stratégie régionale pour la biodiversité Normandie 2030 dont je viens de parler, qui vous sera présentée tout à l'heure. Et donc, ce volet TEN, en fait, il constitue le dispositif d'engagement des collectivités au titre de ces deux stratégies. Un autre point à vous préciser, c'est que le dispositif Territoire engagé pour la nature, ça n'est en fait qu'un volet d'un programme qui est plus vaste, qui comprend 3 volets, qui est le programme Engagé pour la nature. Et donc, dans ce programme Engagé pour la nature, au-delà du dispositif Territoire engagé pour la nature, vous avez également Entreprises engagées pour la nature et également Partenaires engagés pour la nature, ce dernier s'adressant essentiellement à des structures qui ont vocation à accompagner justement les entreprises et les collectivités dans leurs actions en faveur de la biodiversité. Alors, quels sont les grands objectifs de TEN? Eh bien, les objectifs de TEN, ils sont multiples. Dans un premier temps, il s'agit de faire émerger
reconnaître et valoriser des projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Donc, je passe rapidement là-dessus, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Autre objectif, c'est de faire en sorte que les collectivités s'engagent dans une démarche de progrès et d'amélioration continue en faveur de la biodiversité. Donc, il est important de savoir que dans le cadre d'une candidature TEN, ce qui sera évalué, ça n'est pas ce qui a pu être mis en œuvre déjà par le passé, par une collectivité, mais bien la dimension de projet d'engagement, ce qui va être réalisé dans un pas de temps de 3 ans. Par ailleurs, toutes les collectivités, qu'elles soient novices ou déjà initiées en matière de prise en compte de la biodiversité dans leur politique publique, peuvent prétendre à la reconnaissance TEN à partir du moment où il y a une démarche de progrès qui est affichée au travers du plan d'action. Donc, effectivement, toutes les collectivités, même les débutantes, peuvent prétendre à cette reconnaissance-là. C'est un point important. Un autre point important, c'est que TEN vise à faire en sorte que les collectivités, en tout cas, oui, les collectivités, aient une approche transversale dans la prise en compte de la biodiversité dans leur politique publique. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en fait, on attend que les plans d'action ne concernent pas, ne mobilisent pas uniquement les compétences espace vert ou environnement d'une collectivité, mais s'intéressent aussi à d'autres compétences de la collectivité. Et puis le dispositif TEN, c'est aussi un dispositif d'accompagnement des collectivités. Une fois que celles-ci sont reconnues, eh bien, elles sont accompagnées. Je reviendrai dessus tout à l'heure également. Donc le dispositif TEN, c'est bel et bien un dispositif national, comme je l'ai dit. Il a été lancé en 2018. La région Normandie a été une des premières à se lancer dans le dispositif dès 2019, en compagnie de 4 autres régions qui étaient la région Centre-Val de Loire, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France. Progressivement, les autres régions ont également ouvert le dispositif et maintenant, l'intégralité du territoire hexagonal est concernée par le dispositif TEN, ainsi que certains territoires d'outre-mer tels que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Donc aujourd'hui, on en est à 536 collectivités reconnues TEN en France, dont 68 en Normandie. Donc on est plutôt dans une très bonne moyenne en Normandie. Donc un dispositif national, mais qui a la particularité d'être décliné et piloté dans les régions par des collectifs régionaux. En Normandie, le collectif régional, il est composé de l'Adréal Normandie, de la région Normandie, de la direction régionale de l'Office français de la biodiversité, des agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne, et donc de la NBDD. Donc le rôle de ce collectif régional, il est tout simplement de piloter, déployer le dispositif TEN en Normandie, de participer à l'émergence de projets et également d'évaluer les candidatures TEN par l'intermédiaire d'une participation au jury. Au sein de ce collectif TEN, la NBDD, elle se positionne dans un rôle d'animateur, donc qui consiste à faire connaître le dispositif, à communiquer dessus. Donc typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'accompagner les collectivités une fois qu'elles sont reconnues, et puis également de les valoriser. Je reviendrai dessus tout à l'heure. En Normandie, point important, c'est pas le cas dans toutes les régions. En Normandie, le dispositif TEN, il est ouvert aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire les intercommunalités telles que métropole, communauté d'agglomération, communauté urbaine et communauté de communes. Cette cartographie pour vous représenter les territoires engagés pour la nature, leur répartition. Donc 62 collectivités reconnues TEN en Normandie. Vous voyez, nous avons différents ronds donc, qui représentent les communes, les différentes tailles de communes qui sont reconnues TEN. Et les grands aplats de couleurs que vous voyez, en fait, ce sont les EPCI qui sont reconnus territoires engagés pour la nature. Donc en fait, on voit qu'on a tout type de PCI qui sont reconnus TEN en Normandie. On a la métropole de Rouen, par exemple. On a des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes également. Et puis, nous avons également toutes les tailles de communes qui sont reconnues TEN, avec, il est vrai, malgré tout, une prédominance de petites villes, c'est-à-dire des villes de 2000 à 20 000 habitants, et également beaucoup de villages qui sont reconnus TEN. Donc, tout ça pour dire que le dispositif TEN vraiment s'intéresse à tout type de collectivités, à des collectivités de toute taille. Alors, quels sont les avantages pour une collectivité à devenir TEN? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que au travers d'une candidature, eh bien, la collectivité va pouvoir
en rédigeant sa candidature par l'intermédiaire du dossier, eh bien, les collectivités vont pouvoir faire le point en interne sur tout ce qu'elles ont déjà pu mettre en place par le passé. On va le voir tout à l'heure, mais en fait, le questionnaire, enfin le dossier de candidature, il se compose d'une partie questionnaire avec toute une série de questions qui permettent de faire le point sur tout ce qui a pu être mis en place par le passé. Donc, c'est une sorte d'autodiagnostic. Donc, c'est toujours un exercice intéressant à faire pour prendre un petit peu de hauteur et voir où est-ce qu'en est la collectivité dans la prise en compte de la biodiversité. Et puis, ce questionnaire, c'est aussi une façon, comme il est assez complet, c'est aussi une façon de structurer son action, de mettre en place sa stratégie en faveur de la biodiversité pour le futur. Devenir TEN, c'est aussi, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, pouvoir bénéficier d'un accompagnement par la NBDD une fois que la collectivité est reconnue. Et donc cet accompagnement, il passe par des conseils techniques sur les projets des collectivités, la mise en relation avec des partenaires, le porter à connaissance de certains financements qui rentrent dans le cadre de vos projets, ou également la mise à disposition d'outils de ressources variées. Autre avantage, et ça c'est une nouveauté qu'on met en place cette année, le fait d'être TEN va donner droit aux collectivités à des temps d'accompagnement collectif dédiés, donc spécifiques aux TEN. Et donc ces temps d'accompagnement, ils prendront la forme de rencontres au cours desquelles eh bien, les TEN pourront se rencontrer et discuter entre eux des projets qu'ils ont en commun. Donc ce seront vraiment des temps d'échange. Ces temps de rencontre seront également l'occasion de pouvoir faire des apports théoriques sous forme de formation, pourquoi pas, des visites de terrain. Donc il s'agira aussi d'aller directement aller sur le terrain pour constater les réalisations de certains TEN. Et puis ces temps seront aussi l'occasion de pouvoir faire intervenir des partenaires techniques qui peuvent là aussi apporter des éclaircissements et appuyer les collectivités sur leurs projets. Le fait d'être TEN, évidemment, ça permet aussi aux collectivités de participer, si elles le souhaitent, aux autres événements du grand public, enfin en tout cas plus ouverts à d'autres collectivités que les TEN, tels que nos ateliers techniques, les formations, les visites de terrain. Et puis être TEN, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, un dispositif de valorisation à la fois des collectivités et des plans d'action qui sont portés par les collectivités. Donc cette valorisation, elle peut se faire au niveau régional, lors des différents événements qui sont portés par la NBDD et ses partenaires, mais aussi au niveau national, puisque comme je l'ai dit, c'est un dispositif qui est coordonné au niveau national par l'OFB. Et donc, dans le cadre des événements qui sont organisés par l'OFB, il peut tout à fait y avoir une valorisation des territoires engagés pour la nature. La valorisation des TEN, elle se fait également par l'intermédiaire d'articles, de vidéos qui peuvent être relayés sur les réseaux, sur Internet, etc. Dernier point, quand une collectivité devient territoire engagé pour la nature, on lui remet un logo TEN, un logo numérique qui lui permet de communiquer sur sa reconnaissance et sur ses engagements. Donc c'est vraiment une façon de communiquer, notamment auprès des habitants, sur l'action qui est portée par la collectivité en faveur de la biodiversité. Et puis enfin, un dernier point, en tant que territoire engagé pour la nature, eh bien, les collectivités sont destinataires de la lettre d'info biodiversité et territoire dans laquelle on trouve tout un tas d'informations, des ressources, des informations sur des événements, sur des financements, etc. Alors vous le savez, hein, la biodiversité, c'est un moyen de répondre à de multiples enjeux du territoire, tels que la lutte contre les phénomènes de ruissellement, d'inondation, la lutte contre les effets d'îlots de chaleur urbains, de plus en plus présents dans un contexte de changement climatique. Mais la biodiversité, elle est aussi facteur d'attractivité pour le territoire, de développement économique. Elle participe au maintien de la santé des habitants, elle améliore le cadre de vie. Donc c'est vraiment multifactoriel. Et donc c'est pour ça que TEN se propose d'être un outil vraiment qui va convier les collectivités à intégrer cette thématique de la prise en compte de la biodiversité dans les différentes compétences et les différents services de la collectivité. Je le disais tout à l'heure, évidemment, un plan d'action TEN, ça peut concerner la compétence environnement ou espace vert d'une collectivité, mais on attend aussi que les plans d'action puissent mobiliser, par exemple, les services et les compétences d'aménagement du territoire, d'urbanisme, les compétences liées, pourquoi pas, à la gestion de l'eau, à l'éclairage public, à l'éducation. Donc il y a tout un champ à explorer pour les plans d'action qui seront proposés. Quel type de projet
concrètement, peuvent être présentés dans le cadre d'une candidature TEN. Alors là, je vous ai fait une liste qui est évidemment bien loin d'être exhaustive. On va pouvoir trouver dans ces projets, évidemment, tout ce qui va concerner les projets de gestion ou de restauration de milieux naturels, tels que les zones humides, les prairies, les boisements, les coteaux calcaires, et également tous les projets d'acquisition aussi de milieux naturels dans une optique de ensuite les gérer et les préserver en faveur de la biodiversité. Mais on peut aussi avoir tout un tas d'actions justement qui vont plus s'intéresser au milieu urbain, avec par exemple les opérations de désimperméabilisation et de végétalisation de l'espace public. Toutes les opérations qui vont concerner la gestion différenciée, c'est souvent une porte d'entrée pour les communes. Je le disais tout à l'heure aussi, mais toutes les opérations en lien avec la gestion alternative des eaux pluviales, qui peut se faire par l'intermédiaire, par exemple, d'un réseau de mares, de noues, de fossés. Euh, toutes les questions qui vont lier le développement des itinéraires de mobilité douce avec les enjeux biodiversité, selon les traitements, par exemple, qu'on va faire sur les bas-côtés de ces itinéraires, avec, par exemple, des plantations de haies, le traitement des zones herbeuses, des choses comme ça. La question, par exemple, de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, et puis aussi tout le volet mobilisation, puisque c'est un point important dans le territoire engagé pour la nature, toutes les actions qui vont viser à mobiliser les acteurs du territoire, qu'il s'agisse par exemple des entreprises ou bien des citoyens au sens large, du monde scolaire, éducatif, par l'intermédiaire par exemple d'animations, de sorties nature, de chantiers participatifs, de sciences participatives. Voilà. Voilà quelques exemples d'actions, mais évidemment, il y en a bien d'autres à imaginer. Alors, comment devenir un territoire engagé pour la nature? Eh bien, ça se fait par l'intermédiaire d'un dossier de candidature dans lequel les candidats vont formuler un plan d'action qu'ils vont s'engager à mettre dans un délai de 3 ans. Le dossier de candidature va être soumis à un jury régional et si le jury estime que le plan d'action qui est proposé est cohérent, suffisamment ambitieux, adapté aux moyens de la collectivité, eh bien, celle-ci va recevoir la reconnaissance TEN pour une durée de 3 ans. Au bout de ces 3 ans, si la collectivité souhaite maintenir sa reconnaissance, elle devra déposer un nouveau dossier de candidature avec de nouvelles actions. Donc, l'idée, c'est bien, dans Territoire engagé pour la nature, d'essayer de maintenir les collectivités dans cette démarche d'amélioration continue en faveur de la biodiversité. Le dossier de candidature, il sera disponible donc sur le lien que je vous ai indiqué sur la diapositive. Encore une fois, la présentation vous sera transmise, mais sachez qu'il est d'ores et déjà accessible sur le site de la NBDD. Nous avons donc sur notre site internet une page dédiée à Territoire engagé pour la nature sur laquelle vous pouvez aller et télécharger le dossier de candidature. Autre point important, et ça j'insiste là-dessus, en amont de tout dépôt d'une candidature, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous le souhaitez, pour qu'on puisse échanger justement sur, que je puisse vous accompagner sur justement le remplissage de ce dossier de candidature, qu'on puisse échanger sur les éventuelles actions que vous avez imaginé inscrire au dossier. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et je peux même également, en amont du dépôt définitif d'un dossier de candidature, le relire entièrement et éventuellement revenir vers vous si je constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui mériteraient d'être précisées ou comme ça peut arriver parfois quand il y a des actions qui sont un petit peu hors sujet. Donc ça, c'est aussi envisageable. Donc pour parler un petit peu plus précisément du dossier de candidature, eh bien celui-ci globalement se décompose en deux grandes parties. Il y a une partie questionnaire dont je parlais tout à l'heure. En fait, cette partie questionnaire, elle va permettre de faire l'autodiagnostic dont je parlais tout à l'heure et de définir les engagements, les axes de travail de la collectivité pour les 3 années à venir. Ce questionnaire, vous le verrez, il est constitué d'une cinquantaine de questions, 51 en tout, et chaque question est en fait une proposition d'action que la collectivité peut mettre en place pour la biodiversité. Je vais y revenir juste après. Donc ça, c'est pour la partie questionnaire. Et vous avez une deuxième partie dans le dossier de candidature qui est consacrée aux fiches projets thématiques. Et donc, ces fiches projets thématiques vont consister, en fait, on va demander au candidat de choisir justement plusieurs actions phares qu'il va mettre en place dans les 3 ans et qui vont faire l'objet de ces fiches projets. Et donc, dans ces fiches projets, il faudra détailler la façon dont la collectivité souhaite mettre en place son action. On va le voir juste après. Alors, la partie questionnaire,
La voici. Je vous ai mis là en exemple 2 extraits des pages du questionnaire. Donc, c'est la page 22 et la page 31. Et donc, vous voyez que, en fait, on a plusieurs types de questions. Et pour chaque question, il est possible de répondre en cochant une case verte ou une case orange. Si je prends l'exemple de la question numéro 21 qui s'affiche à l'écran, on demande: la collectivité mène-t-elle des actions pour limiter l'imperméabilisation des sols? Donc là, il y a la possibilité de cocher une case verte ou une case orange. Donc si c'est une action que la collectivité a déjà menée par le passé, eh bien, elle va pouvoir répondre en cochant une case verte. Et si au contraire c'est une action qu'elle souhaite mener dans le futur, eh bien, il va falloir cocher la case orange. Pour une même action, il est tout à fait possible de cocher à la fois une case verte et une case orange. Dans ce cas-là, ça signifie que par le passé, sur cette action spécifique, la collectivité a déjà agi, mais qu'elle envisage aussi de continuer à agir dans les 3 ans qui viennent. Et puis, on peut aussi avoir le cas complètement inverse, c'est-à-dire d'avoir aucune case cochée, puisqu'on ne demande pas aux collectivités qu'elles s'engagent ou qu'elles se soient engagées par le passé sur toutes les actions, bien heureusement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a en fait une cinquantaine de questions, et ces questions vont pouvoir vous permettre de faire un bilan et de tracer justement vos axes de travail pour les 3 années à venir. Voilà pour la partie questionnaire. Il me semble que j'oublie quelque chose, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure, c'est pas grave. Et concernant les fiches projets thématiques, donc qui vont constituer vraiment en quelque sorte le plan d'action thème de la collectivité pour les 3 années à venir. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on va demander aux collectivités, dans ces fiches projets, de détailler les actions phares pour les 3 années à venir. Ces fiches projets, elles sont thématiques. Là, cette fiche projet que j'ai affichée, elle s'intitule « Améliorer ses connaissances sur l'état de la biodiversité du territoire ». Et donc, on va demander aux collectivités, dans cette fiche projet, de nous expliquer quelle action elle souhaite mettre en place pour mieux cerner, pour mieux connaître la biodiversité sur son territoire dans les 3 années à venir. Donc, typiquement, ça peut être par exemple la mise en place d'un atlas de la biodiversité communale, ça peut être la réalisation d'une cartographie des espèces exotiques envahissantes du territoire, ça peut être la déclinaison à l'échelle de la commune de la trame verte et bleue, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc, vous voyez que ces fiches projets, elles sont constituées de plusieurs champs qu'il va falloir renseigner. Donc, si on les parcourt rapidement, vous voyez qu'on a le champ titre de l'action. Ça coule de source. Hein, il va falloir renseigner de quelle action on parle. Et puis ensuite, il va falloir renseigner, par exemple, quels sont les services de la collectivité qui sont impliqués dans l'action, quels sont les éventuels partenaires financiers ou techniques qui seront impliqués dans l'action, quels sont les objectifs qui sont visés par l'action qui va être mise en place, les mesures concrètement qui seront mises en place pour réaliser l'action, quels sont les résultats, les impacts qui sont espérés suite à la mise en place de l'action, et puis si vous en avez identifié également, quels sont les indicateurs de suivi de résultats ou de réalisation de l'action. Voilà. Donc, je l'ai dit, hein, il y a en tout 4 fiches projets thématiques. Donc, celle-ci, c'est la première. Je vous donne l'intitulé des autres fiches thématiques. La deuxième, c'est prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Donc, comment, dans la façon d'aménager son territoire, la collectivité va prendre en compte la biodiversité. L'autre fiche projet thématique, elle s'intitule « Gérer, préserver et restaurer les continuités écologiques, les milieux naturels et la biodiversité locale ». Donc là, on va vraiment être sur des actions de gestion, de préservation de la biodiversité, comment la collectivité souhaite contribuer à la restauration ou à la préservation des trames qui parcourent le territoire. Et puis une 4e fiche projet qui, elle, s'intitule « Mobiliser les acteurs du territoire sur les sujets en lien avec la biodiversité ». Donc là, on est vraiment sur une action de sensibilisation ou d'implication des acteurs du territoire. Donc il peut s'agir des habitants, des entreprises, aussi des élus, des agents. Il peut s'agir par exemple de sessions de formation pour vraiment sensibiliser et faire monter en compétence les agents ou les élus sur ces sujets-là. Donc, pour résumer rapidement, pour candidater à Territoire engagé pour la nature, eh bien, un dossier de candidature, vous l'avez compris, avec une partie questionnaire et des fiches projets. Donc, à minima,
4 fiches projets thématiques. Bien évidemment, si vous voulez renseigner davantage de fiches projets, ça c'est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas de limite de nombre, mais en tout cas, à minima, une fiche projet pour chacune des 4 thématiques. Témoigner d'une démarche de progrès, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Donc ce qui sera évalué, c'est vraiment la marge supplémentaire qui sera franchie par la collectivité, par l'intermédiaire justement de son plan d'action TEN par rapport à ce qu'elle a pu mettre en place par le passé. Des actions qui mobilisent les différentes compétences d'une collectivité, je l'ai déjà dit. Quelques autres critères qui seront recherchés dans les plans d'action. Ça tombe sous le sens, mais on attend des actions opérationnelles avec un impact réel sur la biodiversité. Dans la mesure du possible, des actions qui vont être en lien avec les enjeux locaux de préservation de la biodiversité. Dans la mesure du possible, des actions nouvelles par rapport à des actions qui ont déjà pu être mises en place par le passé, ou si alors il s'agit de représenter des actions déjà existantes, le jury attendra plutôt que la reproposition de ces nouvelles actions permette là aussi de franchir un cap. Donc on attend que ces actions-là se déploient de manière plus impactante ou plus ample. Et puis également, ça je l'ai dit tout à l'heure, des actions impliquantes qui vont mobiliser les différentes compétences d'une collectivité et les acteurs du territoire. Voilà. Le calendrier pour cette édition 2024, donc Territoire engagé pour la nature, est proposé sous forme d'appel à candidature annuel. Donc, c'est ouvert pour cette année depuis le 15 avril 2024. Les collectivités qui souhaitent s'engager dans la démarche ont jusqu'au 27 septembre pour déposer les dossiers de candidature. Le jury chargé d'évaluer les dossiers se réunira en novembre de cette année avec une annonce, on va dire, officieuse auprès des collectivités pour le mois de décembre, et traditionnellement on organise un événement officiel d'attribution de la reconnaissance TEN aux différents lauréats de l'année en début d'année 2025. Donc c'est ce qui était le cas là cette année en 2024. Donc on le reproposera certainement dans le courant du mois de janvier ou février 2025. Voilà. Je vous laisse sur cette diapositive mes contacts. Donc, encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi pour toute question sur le sujet ou de façon plus précise pour l'accompagnement à la rédaction du dossier de candidature. Je suis bien conscient d'avoir été un petit peu vite avec un débit assez important, beaucoup d'informations délivrées, mais je ne voulais pas manger trop de temps aux deux intervenants ensuite. On va peut-être quand même malgré tout avoir le temps de prendre quelques questions s'il y en a. Je ne sais pas, Adrien, si tu as posé des questions. Tout à fait, on a quelques questions. Merci pour toutes ces informations. Et puis, vous les retrouverez sur notre site internet. Alors qu'il a un petit souci, visiblement, mais vous inquiétez pas, c'est que provisoire. Sur la première question, tu l'as un peu répondu, mais je pense que tu peux peut-être affiner ta réponse. Sur les projets déjà en cours, notamment, on nous cite de la part de Chloé sur les ABC qui prennent un peu de temps. Là, ils ont un ABC qui est en cours. Comment on peut l'intégrer à ce dossier si le projet est déjà lancé? Que je comprenne bien la question, l'ABC est déjà bien avancé, c'est ça? Oui, mais il n'est pas terminé. Est-ce qu'il peut rentrer dans le contexte de la candidature? Ça, c'est un petit peu délicat, effectivement. Si le projet est déjà bien avancé, je pense que ça va être compliqué de l'intégrer dans le projet, hein. Si c'est un projet qui est vraiment au tout début, on peut l'indiquer dans le dossier de candidature. Là, je pense que ça risque d'être compliqué, effectivement. Ah, il n'a pas vraiment commencé, c'est ce qui est précisé par Chloé Chevalier. Ah, donc alors s'il n'a pas commencé, on peut l'indiquer pour une candidature cette année, effectivement. Oui. Edwige Blo demande si on doit choisir 4 fiches projets obligatoirement. Oui, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ces fiches projets, elles sont thématiques, donc il faut nécessairement qu'il y ait une action qui soit renseignée pour chacune des 4 fiches projets thématiques. Donc ça, c'est obligatoire. Si un dossier pour lequel il manquerait une fiche projet ne pourra pas être reconnu, malheureusement. Et une question de Philippe Leménian sur la trame verte et bleue. Comment peut-on affiner sa cartographie? Eh bien, d'une façon, on va dire, purement technique, ou je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de la question. Je suis comme toi. Si Philippe peut peut-être prendre la parole ou préciser. Si vous voulez prendre la parole, ouvrez votre micro. Oui, non, simplement, quand
quand on observe les cartes de trame verte et bleue et noire même, on s'aperçoit qu'il y a des inexactitudes et donc je me demandais comment on pouvait y remédier. Bah, effectivement, quand il s'agit d'affiner une trame verte et bleue à l'échelle, par exemple, de la commune, eh bien, tout simplement, ça passe par du travail de terrain, tout simplement, hein, d'identification justement, à partir d'un document préexistant, de se rendre sur le terrain et puis de voir les éléments de la trame verte et bleue et puis voir si ces éléments sont toujours fonctionnels, effectivement. Donc ça, c'est C'est un la peu technique. DREAL. Pardon? C'est la DREAL, ça, qui Euh, fait, qui détermine ces zones. alors la trame verte et bleue, elle existe normalement, par exemple, à l'échelle de l'EPCI, hein, Hmm. elle a pu être déterminée à l'échelle de l'EPCI. S'il s'agit de l'affiner, après, ça, comme je dis, c'est un travail de terrain qui peut être exercé par différents types de structures aussi compétentes, naturalistes. Voilà. D'accord, mais ça peut rentrer dans le cadre d'un projet. Ah, complètement. Oui, oui, complètement. Ok, merci. Une nouvelle question pour toi. Peut-on s'appuyer sur des associations locales pour nous aider à l'animation avec comme exemple des randos à thème, développement de permaculture, etc. Oui, bien sûr, c'est même fortement conseillé, hein. L'objectif de TEN, c'est vraiment d'essayer d'impulser une dynamique au niveau local en faveur de la biodiversité. Donc, tous les acteurs peuvent être concernés et impliqués dans les plans d'action qui sont proposés. Donc, c'est fortement recommandé de s'appuyer sur les forces vives locales pour déployer les actions. Donc, oui, sans aucun problème. On laisse quelques secondes si quelqu'un veut peut-être prendre la parole plutôt qu'à l'écrit pour une question. Sachez qu'il y aura un autre temps où vous pourrez poser votre question sur les différentes présentations et à Guillaume. J'en profite pour vous informer que le site de la NBD refonctionne, donc vous pouvez retourner voir la page notamment sur TEN. Donc, je me répète, hein, c'est vrai que le dossier de candidature, il est conséquent. Quand on le découvre pour la première fois, il peut faire peur. Parce qu'il y a plein, effectivement, il y a plein de questions qui sont posées. Mais il faut vraiment, comme je le disais, je me répète, le voir comme une opportunité de discuter aussi avec ses collègues, parce que les questions qui sont posées vont concerner différents champs de compétences de la collectivité. Donc c'est vraiment une occasion de discuter avec ses collègues, de travailler vraiment en transversalité. Et de se servir de ce questionnaire comme un outil pour essayer de dégager des axes de travail pour les 3 années à venir. Donc c'est comme ça vraiment qu'il faut l'envisager. Pas d'autres questions, Guillaume, donc on peut continuer. Bon, très bien. Merci à vous. Je vais arrêter ma présentation et donc je vais passer la parole à Caroline Crémadez qui va nous présenter la stratégie régionale pour la biodiversité Normandie 2030. Caroline, Oui, je te laisse la parole. bonjour à tous. C'est moi qui partage mon diaporama? Si tu veux, sinon je peux le faire pour toi, mais comme tu veux. Ah, je veux bien que tu le fasses, parce que je Ouais, l'avais pas je le fais. préparé. Tu me diras de passer les diapos. Ok, Voilà. merci. En entendant, bonjour à tous. Donc moi, c'est Caroline Crémazès. Donc je travaille à la région Normandie. Donc je suis en charge de plusieurs sujets à la région. Donc la stratégie régionale pour la biodiversité. J'anime également l'opération Normandie Aide, dont vous avez peut-être entendu parler, et également les 6 réserves naturelles régionales qu'on trouve en région Normandie. Merci Guillaume. Hop. Donc là, je vais vous parler de la stratégie régionale pour la biodiversité. Tu peux passer la slide. Donc déjà, une petite définition. Donc une stratégie régionale pour la biodiversité, c'est une feuille de route tout simplement qui vise à intégrer les objectifs de conservation de la biodiversité dans l'ensemble des politiques publiques et les politiques sectorielles. Donc, elle est élaborée de manière participative en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, à la fois les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs de la société civile. Les objectifs de la SRB sont les mêmes que ceux de TEN. Globalement, c'est réduire les pressions sur la biodiversité, mener des actions pour renforcer la protection et la restauration des milieux naturels, améliorer la cohérence et l'efficacité des politiques publiques, c'est souvent le sujet le plus compliqué, et coordonner les actions de connaissance.
Donc, en Normandie, donc, comme l'a dit Guillaume en début de présentation, la SRB a été validée en octobre 2022 et là, on est en phase de mise en œuvre. La concertation a duré 1 année environ, donc à cheval sur 2021 et 2022. Donc, sa mise en œuvre repose sur la volonté des acteurs en fonction de leurs compétences, leurs propres dispositifs, de leur ambition, de leurs moyens, bien sûr, qu'ils soient humains et financiers. C'est pourquoi, en fait, il nous a semblé, on va dire, pertinent d'associer les deux démarches pour les collectivités, donc les deux démarches TEN et stratégie régionale pour la biodiversité. Tu peux passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la SRB? Donc, son contenu, donc, elle est constituée d'une partie diagnostique assez synthétique où vous retrouvez les données essentielles sur la biodiversité en Normandie. Ensuite, on propose 56 objectifs opérationnels qui sont répartis en 6 grands défis. Donc, vous avez un premier défi qui concerne plutôt tout ce qui est lié à la sensibilisation à la nature, à l'accueil du public dans les espaces naturels. Le deuxième défi qui va vous intéresser le plus, c'est les collectivités mobilisées pour agir et intégrer la biodiversité au cœur de leur politique pour avoir des territoires résilients. Le troisième défi donc, concerne plutôt les acteurs économiques avec de nombreux objectifs en lien notamment avec l'agriculture et la forêt. Le quatrième défi va concerner plutôt ce qui est vraiment directement lié aux espaces naturels, à leur restauration et à la protection des espèces. Le cinquième défi, vous retrouverez tous des exemples d'objectifs et d'actions en lien avec la connaissance et le changement climatique. Et enfin, le sixième défi qui va concerner plutôt tout ce qui est financement et politique publique. Vous pouvez trouver donc la SRB sur le site internet de la région Normandie. Donc, vous trouverez l'ensemble des documents à télécharger, donc la partie diagnostic et la partie objectif opérationnel, ainsi qu'une synthèse de 4-5 pages. Donc concrètement, là, je vous ai mis un exemple de fiche, d'un contenu de fiche objectif opérationnel. Elles sont toutes constituées de la même manière. Donc, vous avez le premier titre, donc le type de l'objectif. Là, j'ai pris l'exemple de la gestion différenciée des espaces verts. Vous avez ensuite la cible qu'on s'est fixée à horizon 2030 de manière collective, je rappelle, dans le cadre de l'élaboration de la SRB. Donc là, par exemple, on avait mis comme objectif 100% des espaces verts publics bénéficient d'une gestion différenciée, un objectif plutôt ambitieux. Vous avez la liste des acteurs qui peuvent être concernés par cet objectif. Tu peux passer. Ensuite, vous retrouverez des éléments, par exemple, de contexte normand, ou si vous avez besoin de chiffres ou d'exemples. Là, vous retrouverez dans les éléments de contexte, par exemple, parce que l'objectif concerne également les espaces, les zones d'activité, donc qui peuvent des fois être plus gérées par des acteurs privés, qui concernent des superficies importantes. Par exemple, en Seine-Maritime, on a recensé plus de 3800 hectares de zones d'activité, et seulement sur la communauté urbaine de Caen, plus de 2500 hectares de zones d'activité sur lesquelles on pourrait appliquer une gestion différenciée de leur espace vert. Ensuite, vous avez une description de l'objectif, pourquoi on a fixé cet objectif, quel apport pour la biodiversité. Et enfin, ce qui va vous intéresser le plus, tu peux passer, un exemple de piste d'action que vous pouviez mettre en œuvre sur votre territoire pour répondre à cet objectif. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est comme ce qu'a présenté tout à l'heure Guillaume, mais c'est des idées pour agir et passer à l'action sur votre territoire. Et en toute fin de fiche, vous avez des indicateurs que vous pouvez mettre en place pour voir si vous arrivez à atteindre ou pas cet objectif. Ça peut également vous aider à remplir vos fiches projets dans le cadre de votre candidature TEN. Alors, pas d'inquiétude, je ne vais pas lire c'est l'ensemble des objectifs, mais quand vous reprendrez le diaporama, vous verrez, là j'ai pris l'exemple du défi 2 forcément, sur les collectivités, où vous avez 12 objectifs qui concernent directement en fait les compétences des collectivités. Alors bien sûr, selon la taille de la collectivité, vous n'avez pas toutes les mêmes compétences, mais qui peuvent vous intéresser et vous concerner sur votre territoire. Donc là, on va retrouver par exemple le sujet de la trame verte et bleue. Donc 100% des EPCI engagent un plan d'action en faveur de leur restauration, de leur trame verte et bleue. Donc là, on est bien à l'échelle EPCI et pas commune. La thématique de la pollution lumineuse. On retrouve dans l'objectif 2.6 engager les collectivités normandes dans des démarches de progrès. Donc c'est dans cet objectif que vous retrouverez l'action territoire engagé pour la nature. Alors je n'ai pas vérifié avant la visio, mais je crois qu'on a mis un objectif de 150
territoire TEN à horizon 2030. Je lance le chiffre, mais j'en suis pas sûre. Il faut que j'aille vérifier de mémoire. Donc, on est plutôt bien parti, vu les chiffres qu'a annoncé Guillaume tout à l'heure. Il y a une très bonne dynamique autour de la reconnaissance TEN. Tu peux passer. Voilà, alors là, je vous ai donné des exemples d'actions. Donc, on vient d'en parler, ça tombe bien. Les trames vertes et bleues. Donc, on a beaucoup de collectivités qui s'engagent sur ce sujet-là, à la fois au niveau de stratégie trames vertes et bleues et de plan d'action ensuite pour mettre en place des travaux pour restaurer leurs trames vertes et bleues. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc, une étude sur la trame verte et bleue donc, qui a été faite à l'échelle de l'intercommunalité de la Vire au Noireau. Et à gauche, vous avez un autre exemple. Hein. Je ne sais plus c'est quelle collectivité, je n'arrive pas à lire. C'est trop réduit. Qui a intégré également la trame noire et qui a fait une étude sur la pollution lumineuse. Donc, en effet, pour revenir sur la question précédente, donc les trames vertes et bleues sont définies à l'échelle régionale dans le cadre du SRADET. Vous avez la cartographie des trames vertes et bleues et des réservoirs de biodiversité. Cette cartographie va être mise à jour sur la période 2024-2025. On va lancer l'étude, mais en effet, elle est faite à l'échelle régionale, donc elle n'est pas suffisante pour travailler à l'échelle de vos territoires. Et même si vous pouvez vous appuyer dessus, c'est intéressant ensuite de la décliner à l'échelle de vos territoires, comme ça a été demandé tout à l'heure. Et il faut savoir, donc là je fais ma pub au passage, que la région finance les stratégies et les plans d'action de restauration de la trame verte et bleue. Les appels à projets sont en cours. D'autres exemples qui peuvent être mis en place sur vos collectivités. Donc, on a des objectifs aussi en lien avec la lutte sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, il faut savoir que la région finance le CEN, donc le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, pour former les collectivités et les aménageurs dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, à la fois des formations théoriques et pratiques techniques sur le terrain qui peuvent intéresser vos services d'espaces verts, par exemple. On a des territoires, bien sûr, ça c'est plus connu, qui s'engagent sur de la plantation de haies à l'échelle de leurs parcelles communales, ou qui peuvent accompagner les particuliers ou les agriculteurs de leur collectivité pour planter des haies. Il y a également des collectivités qui travaillent sur la gestion de leurs propres haies en bordure de voirie. Donc, il peut y avoir également des accompagnements qui peuvent être faits par des partenaires, comme par exemple le Parc naturel régional du Perche, qui travaille beaucoup sur ce sujet avec les collectivités sur son territoire. Un autre défi que je souhaitais vous présenter un peu plus en détail, c'est celui sur la restauration, donc vraiment pour avoir une plus-value directe sur la biodiversité, donc le défi sur la restauration des espaces naturels. Donc, il concerne ici le renforcement du réseau des aires protégées. Donc, je vous ai dit que je travaillais sur les réserves naturelles régionales. Donc, ce n'est pas le seul statut des aires protégées. Il y a les réserves nationales également ou d'autres types d'aires protégées. Mais il faut savoir voilà, qu'il y a une dynamique et des objectifs pour augmenter la superficie des aires protégées en Normandie, notamment à statut de protection forte, puisqu'à l'heure actuelle, en Normandie, on est à 0,5% du territoire en aire protégée à statut de protection forte, et on a un objectif d'atteindre 1% à horizon 2030 sur le territoire. Donc ça veut dire quand même doubler la superficie actuelle en aire protégée à protection forte. Donc la région est aussi en attente de projets sur des réserves naturelles régionales. On est tout à fait ouvert au dialogue pour travailler avec vous sur ce sujet-là. Donc ensuite, j'ai remis d'autres exemples d'actions sur ce sujet en lien avec ce défi-là. Donc, par exemple, des chantiers bénévoles de stabilisation de dunes là, qui ont été faites par la commune de La Hague en lien avec le gestionnaire des terrains du Conservatoire du littoral, donc le CIMEL dans la Manche. Un exemple également de chantier bénévole de restauration d'un coteau calcaire avec la réserve naturelle régionale de Côte de la Fontaine, qui est gérée par le CEN. Et enfin, un dernier exemple de restauration de mares à Dives-sur-Mer qui a été fait en partenariat entre la commune et le CEN Normandie. Donc, par exemple, sur l'objectif 4.9, on a un objectif de restaurer ou de créer 1000 mares supplémentaires à horizon 2030 à l'échelle normande.
Ah oui, j'avais mis un dernier exemple, donc un travail qui a été fait, donc là, un partenariat entre qu'une commune et sa communauté d'agglomération, donc Seine-Eure, sur la restauration d'un coteau calcaire qui a été aussi financé par la région avec un gros travail d'ouverture du milieu, de débroussaillage et ensuite d'installation de clôtures et de barrières pour pouvoir faire pâturer un troupeau. Alors, je ne sais plus si c'est caprin ou ovin pour entretenir ensuite le milieu. Donc, l'idée, là, c'est vraiment, en conclusion, de vous inciter fortement à vous inspirer de ce qui a été écrit dans la SRB pour construire votre plan vos fiches projets TEN et de ne pas hésiter à mobiliser les partenaires régionaux et les partenaires de proximité pour travailler à la fois donc, à l'élaboration de votre projet TEN et à sa mise en œuvre dans un second temps. Donc là, l'objectif, c'est que quand vous candidatez à TEN, au final, c'est que vous avez une double reconnaissance, à la fois vous vous engagez dans TEN et à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la biodiversité en Normandie. Alors, je suis allée assez vite aussi, mais n'hésitez pas si vous avez des questions en regard de ma présentation. J'ai oublié de mettre mon contact et je vais le mettre dans le chat. Merci Caroline pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Oui, on a que 2 questions, mais qui vont être plutôt pour toi, Guillaume. Sonia Le Poitvin qui demande si le PC et la commune peuvent faire une demande commune ou si elles font une demande séparée. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le dispositif TEN en Normandie ne permet pas d'avoir une candidature commune. En tout cas, on n'a jamais eu le cas de figure qui se présentait. Donc, je recommanderais plutôt d'avoir une candidature séparée. En tout cas, si la commune et le PCI ont prévu de candidater la même année, ce que je conseillerais, c'est quand même que les deux se coordonnent, prennent contact pour voir justement, en tout cas que les deux projets soient cohérents entre eux. Voilà. Mais en tout cas, malheureusement pas de candidature commune via un seul dossier. Et on a une question de Philippe qui est décidément le plus actif sur ce chat et qui demande si un projet de ZAP de zone agricole protégée peut entrer dans cette démarche. Je pense qu'il parle plutôt de la demande. C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que, a priori, oui. C'est une façon, en tout cas, c'est une démarche d'aménagement du territoire. Après, tout dépend. C'est toujours la même chose. Tout dépend, comment dire, le type d'exploitation ensuite qui sera développé sur cette zone. Voilà. Si c'est pour développer enfin, en tout cas, contribuer au développement d'une agriculture qui va pouvoir favoriser l'expression de la biodiversité, par exemple, par l'installation d'infrastructures vertes telles que des haies, des choses comme ça. Effectivement, c'est quelque chose qui peut rentrer dans le cadre de la candidature TEN. Oui. Pour l'instant, pas d'autres questions. Si vous en avez aussi pour Caroline Crevades, n'hésitez pas en tout cas à les mettre dans le chat, à préciser pour qui aussi est la question. Et ils pourront y répondre jusqu'à la fin de ce webinaire. Très bien. Eh bien, écoutez, en attendant d'éventuelles autres questions, je propose qu'on passe à la troisième présentation avec Louise Vieussens de la commune de Montivilliers qui va nous expliquer, nous présenter un petit peu l'engagement d'un territoire engagé pour la nature de sa commune. Bonjour Louise. Bonjour à tous. Alors, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, ça fonctionne. Ok, je mets un diaporama. C'est toujours bon? Ça devrait arriver dans pas longtemps. Pour l'instant, on est encore en mode présentation. On n'est pas en mode diaporama. Ok. Bon. En attendant, je vais me présenter. Donc, Louise Vieussens, moi, je suis en charge de la transition écologique pour la ville de Montivilliers, donc en charge du déploiement d'une stratégie nature et biodiversité, et puis de tout un volet plutôt atténuation du changement climatique, mais qui nous concerne un peu moins aujourd'hui.
Est-ce que c'est passé en diaporama, Guillaume, ou toujours... Attends, du coup, non, toujours pas. Tu préfères que je la diffuse, du coup? Parce qu'on peut-être. on est encore en mode présentation, du coup, c'est pour ça. Ouais, Bon, ça sera peut-être mieux. je vais la diffuser, pas de souci. Faut juste que je me positionne dessus et ça va y aller. Je prends juste un instant. Ça ne saurait tarder. Peut-être pour, en attendant, commencer un peu à rentrer dans le détail. Donc, Montivilliers, comme disait Guillaume tout à l'heure, on est reconnu territoire engagé pour la nature depuis 2020. Donc, je vais vous partager aujourd'hui un peu la démarche qu'a été la ville par rapport à cet engagement. Et puis, on rentrera un peu dans le détail de notre retour d'expérience après 4 années de thème. Merci, Guillaume. Du coup, je pense que c'est tout bon. Oui. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, rapidement, vous situez un petit peu Montivilliers pour ceux qui ne connaissent pas cette merveilleuse commune. Donc, on est sur l'agglomération havraise. Vous voyez l'estuaire de la Seine sur le petit plan. Montivilliers, c'est la deuxième commune du territoire de la métropole havraise, un peu moins de 16 000 habitants, sur une commune de 1900 hectares qui est traversée du nord au sud par la rivière qui s'appelle la Lézarde. Et qui crée une vallée très encaissée, très urbanisée, très soumise au risque d'inondation, et un plateau très agricole, lui pour le coup, puisqu'on a à peu près la moitié de la surface de la commune qui est couverte par des terres agricoles, avec un changement de pratique agricole tel qu'on le connaît sur l'ensemble du Pays de Caux et de la Seine-Maritime ces dernières années. Donc, la disparition du bocage et des parcelles de plus en plus grandes, la disparition des haies également. Et puis une commune qui est limitrophe du Havre, donc avec une pression foncière assez forte, donc un vrai enjeu sur la préservation des espaces de nature, des espaces de forêt et des espaces agricoles. Et puis quelques espaces naturels remarquables, mais assez peu connus du public, en tout cas il y a quelques années. Le parc de Rouelle, une forêt, le bois du Conmoulin et donc la vallée de la Lézarde, qui est également ponctuée de zones humides. Voilà un peu pour le topo de notre territoire. Guillaume, je te laisse passer à la suivante. Donc, voilà, je vous ai rapidement remis un petit peu l'historique de la démarche d'engagement de la ville. En fait, en 2019, donc jusqu'en 2019, la ville était déjà engagée dans des premières pratiques plutôt vertueuses vis-à-vis de la biodiversité. Le zéro phyto était déjà d'actualité depuis 2009. La gestion différenciée avait été mise en place sur une bonne partie de la commune. Quelques études faune-flore avaient été menées ponctuellement par rapport à certains projets ou certaines zones un peu spécifiques de la commune. On avait installé des ruches et mis en place de l'éco-pâturage, notamment sur une des zones humides du territoire. Mais il y avait quand même des habitudes de travail au sein de la commune qui étaient très en silo. Et la biodiversité, notamment, était un sujet qui appartenait de manière quasi exclusive au service espace vert, qui travaillait, qui avait déjà commencé à bien réfléchir à ces thématiques-là. Mais c'était assez peu réfléchi de manière transverse et on manquait d'une vision un petit peu globale sur l'ensemble des actions qui étaient menées sur la biodiversité. C'était difficile de dresser un bilan en fait de ce qui avait été déjà mené à la ville. Et de la même manière, du coup, difficile de communiquer auprès du public ou auprès des partenaires sur ce que la ville mettait très concrètement en place sur ces sujets-là, de manière globale. Donc, quand est arrivée la possibilité de candidater à territoire engagé pour la nature, et ben en fait, ça a été, comme le disait Guillaume tout à l'heure, l'occasion de faire un vrai premier bilan transversal des actions qui étaient menées par la ville. Ce fameux formulaire qui est en effet un peu long et fastidieux, il a été complété par plusieurs directions. En fait, à la ville, on s'est rendu compte que c'était plus vraiment un sujet qui devait être traité par les services techniques, par le service espace vert. Mais en effet, la question, elle se posait au service urbanisme, au service développement économique, donc ça, au service vie éducative aussi. Et donc voilà, plusieurs services ont été obligés de se mettre un peu autour de la table pour compléter à plusieurs ce formulaire et interroger aussi les pratiques de la ville. On s'est rendu compte, en fait, il pose les bonnes questions, ce formulaire, il pose les bonnes questions et ça permet de se situer
par rapport à ce qui peut être attendu, ou en tout cas les pratiques qui peuvent être les plus vertueuses pour favoriser la biodiversité sur un territoire. Donc la candidature en elle-même, en fait, a été une étape assez structurante déjà pour la ville. Elle a permis d'identifier des besoins et les ambitions que souhaitait avoir la collectivité pour progresser sur ce sujet. Et ça a amené également les services à réfléchir sur leurs propres projets, des projets qui n'étaient pas forcément à vocation directe initiale biodiversité, mais qui en tout cas pouvaient essayer de mieux l'intégrer dans des projets de services. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure le contenu de cette première candidature, mais en tout cas, l'obtention de la reconnaissance quelques mois plus tard a permis déjà de valoriser l'engagement de la ville et les pratiques déjà en cours auprès des habitants, auprès des partenaires et des parties prenantes associatives, partenaires institutionnels locaux. Et puis de mettre en avant des premiers projets un petit peu porteurs et structurants que la ville avait envie de mettre en place dans les 3 années à venir. Donc ça, c'était en termes de communication un aspect quand même assez important. Et puis, on avait mentionné dans notre candidature, vous allez voir un atlas de la biodiversité, on en a déjà parlé, mais c'est une partie importante. Le fait d'avoir eu la reconnaissance TEN a aussi participé au fait qu'on a été éligible du coup à l'appel à projet de l'ABC dans l'année qui a suivi. Donc ça, c'était un premier élément assez important dans notre démarche d'engagement. Guillaume, je te laisse passer. Voilà, donc la première candidature TEN qu'on a déposée fin 2019, elle comportait 7 actions. Donc, Guillaume a bien détaillé les différentes thématiques, connaissances, gestion, participation citoyenne, etc. Donc, voilà, nous, on avait une action de connaissance, l'Atlas de la biodiversité communale. Je vais rentrer dans le détail après sur cette action-là. On avait une action qui était très, très liée à l'aménagement urbain, puisque l'objectif pour nous, c'était de pouvoir intégrer la biodiversité dans le document d'urbanisme, dans le PLU. Et puis des actions de gestion qui en fait venaient toucher des services différents. Donc création de vergers, on était vraiment sur un projet espace vert, mais on avait aussi travaillé avec le service développement économique pour pouvoir aller toucher des parties prenantes du territoire sur ces questions de biodiversité et travailler autour d'une zone commerciale. On a à Montivilliers une très grosse zone commerciale qui en plus est traversée par la rivière, par la Lézarde. Et qui est inondable. Donc, c'était un sujet de pouvoir travailler avec eux, la mise en place de pratiques plus vertueuses sur la biodiversité. Et ensuite, 3 actions plutôt de mobilisation et de sensibilisation. Ramassage de déchets, donc ça aussi porté par un service propreté de la ville. Un sujet plutôt espace vert avec de la sensibilisation des habitants aux espèces exotiques envahissantes. Et puis, un travail plutôt avec le service vie éducative sur amener les scolaires à mieux connaître les milieux naturels existants sur la commune. Donc, en fait, on se rend compte qu'on avait un premier essai, une première tentative d'avoir des projets pilotés par des services différents et non plus pilotés par un seul et même service qui représentait le sujet biodiversité pour toute la commune. Ça s'est doublé de recrutement d'une chargée de transition écologique puisque ça s'est fait à peu près à ce moment-là. Moi, quand je suis arrivée, la candidature avait déjà été retenue. Mais ce poste-là servait à mettre en musique et faire le lien entre les différents services sur ce projet-là. Et c'est déjà des projets qui reprenaient parfois des actions qui étaient un peu dans les tiroirs des services, mais qui n'avaient pas forcément été lancées ou il y avait eu des tentatives un peu infructueuses et qui là, du coup, ont été un peu plus... il y avait cet engagement, hein, le fait qu'on s'engage à le mettre en place dans les 3 ans, ça met une certaine pression qui est positive, mais en tout cas qui nous force un peu à s'y mettre. Donc ça, c'est aussi un volet qui est intéressant. Mais voilà, des projets qui, du coup, se sont concrétisés grâce à cette candidature. Merci. Je voulais juste faire un focus sur l'ABC parce qu'en fait, nous, c'est vraiment l'action qui a tout structuré pour la 2e candidature et puis là, pour les actions qu'on mène aujourd'hui sur ces questions-là. Donc, l'Atlas de la biodiversité communale, donc, bien sûr, permet d'améliorer la connaissance de la biodiversité de son territoire. Et pour nous, ça s'est vite apparu comme étant un préalable un peu nécessaire
pour engager des actions qui soient vraiment adaptées à notre territoire. Donc voilà, bien sûr, la connaissance, c'est la base de l'ABC, mais aussi, et nous presque surtout, ça a été ce qui nous a permis de créer la fameuse dynamique territoriale qu'on recherchait autour de la biodiversité. En fait, on a fait de cette ABC un projet participatif en associant énormément les habitants, les associations et nos partenaires locaux. La NBDD, bien sûr, mais l'intercommunalité, l'agence d'urbanisme locale, les associations. On a partagé un petit peu la gouvernance de ce projet-là. Et en fait, on a eu un vrai sujet biodiversité pendant 2 ans à la ville. J'ai écrit tête de gondole, mais c'était vraiment ça. Pendant 2 ans, c'est devenu un vrai sujet d'actualité à la fois pour les élus, pour les partenaires et pour les habitants de la commune. Donc, on est arrivé à l'issue de ces 2 ans avec une dynamique très intéressante sur les sujets de biodiversité. Et en fait, dans l'ABC, on a coché plusieurs cases de TEN, en fait, de notre candidature TEN, puisque à la fois on avait l'onglet connaissances, mais à la fois sur la mobilisation des habitants, toutes les actions sur les espèces exotiques envahissantes, c'était aussi des actions qui étaient dans le cadre de l'ABC, par exemple. Donc on a fait une pierre plusieurs coups avec cet atlas de la biodiversité. Donc ça, c'était intéressant. Et l'aboutissement de ça, c'est l'obligation dans les réponses aux appels à projets de l'OFB de mettre en place, en tout cas de créer un plan d'action biodiversité à l'issue d'un atlas de la biodiversité. Et nous, ce plan d'action biodiversité, on a souhaité vraiment y mettre y investir du temps et aussi de l'argent un petit peu, mais pour se faire accompagner, pour vraiment avoir un outil très, très opérationnel d'action concrète, une feuille de route qu'on peut dérouler dès aujourd'hui pour les années à venir et qui sont très adaptées à notre territoire. Ça a mené à notamment définir les cartographies. On parlait tout à l'heure de cartographie trame verte et bleue. Justement, nous, on en a profité pour affiner notre cartographie trame verte et bleue sur la commune. Et donc, on est arrivé à ces petites cartes que vous voyez sûrement très petits sur mon diaporama, mais qui nous permettent de vraiment souligner les enjeux du territoire. Enjeu sur le monde agricole, bien sûr. L'enjeu trame bleue, pour nous, il est énorme puisqu'on a une rivière la Lézarde qui est très, très artificielle et qui est enterrée, qui a tout ce qu'il faut. Donc, avec des gros sujets de continuité écologique. Et on a abouti à 50 actions concrètes qu'on a fait voter en conseil municipal. Et ces 50 actions concrètes, on en a tiré quelques-unes, les plus importantes, pour alimenter notre candidature Territoire engagé pour la nature, deuxième volet. Donc, Guillaume, tu peux passer à la suivante si tu veux. Merci. Et voilà. Et donc, dans TEN 2, on a choisi. Alors, bien sûr, on n'a pas mis les 50 actions de notre plan d'action dans notre candidature TEN 2. Ça aurait fait beaucoup de fiches. Mais on a choisi celles qui nous paraissaient les plus parlantes pour le public, parce que ça, c'est aussi un aspect intéressant pour nous, les plus concrètes aussi à mettre en œuvre dans les 3 ans qui arrivent. Qu'on puisse les terminer dans les 3 ans, pas uniquement les lancer. Et puis celles qui représentaient des enjeux vraiment majeurs, notamment, on a reparlé urbanisme, on a reparlé aménagement du territoire, parce que c'est quand même un des volets les plus importants aujourd'hui quand on parle préservation de la biodiversité. Donc là, on est passé de l'échelle plan local d'urbanisme à l'échelle plan local d'urbanisme intercommunal dans TEN 2, parce qu'il y a une opportunité de calendrier qui fait que le PLUI est en cours sur notre interco en ce moment. Donc, c'était le moment de parler de ce sujet-là. Et donc, ça s'est traduit par notamment le fait de participer à un groupe de travail au niveau de l'interco sur l'intégration des enjeux biodiversité dans ce document d'urbanisme. Et après, en fait, on est allé dans poursuivre ce qu'on avait déjà initié. Donc, dans notre ABC, on ne s'était pas du tout concentré sur la trame noire, par exemple. On s'était vraiment focalisé trame verte et bleue. Du coup, là, épisode 2, maintenant qu'on est bien structuré sur la trame verte et bleue, on va aller essayer de compléter notre connaissance sur plutôt la faune nocturne pour pouvoir ensuite travailler sur les questions de trame noire. Donc, on a vraiment monté ça dans une continuité. En parallèle, toujours dans cette optique de plan local d'urbanisme intercommunal, on souhaitait travailler sur l'inventaire de notre patrimoine arboré pour pouvoir mieux le protéger aussi par rapport à l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a finalisé.
Et puis, dans les actions de développement, on a repris les actions de verger conservatoire qu'on avait déjà dans notre première candidature. C'est la seule action pour laquelle on a fait un bis, on va dire, avec un enjeu sur cette deuxième session d'essayer de mieux animer la thématique verger. On est assez régulier sur les plantations chaque hiver d'un verger, mais par contre, on a encore des difficultés à faire vivre ces vergers une fois qu'ils commencent à donner des fruits et qui sont présents sur le territoire. Donc ça, c'est un peu l'enjeu pour notre deuxième volet de thème. Et puis, des actions, on en parlait tout à l'heure, développer le réseau de haies bocagères, notamment chez nous, du coup, c'est l'enjeu en zone agricole qui est majeur. Création d'une mare, voilà, on a aussi ces sujets-là. Et puis, au niveau des habitants, en fait, on prolonge, durant l'ABC, on a fait beaucoup de sorties nature, ça a très, très bien marché au niveau du public Montivillon, et du coup, là, c'était dans l'idée de ne pas perdre cette dynamique, de continuer à associer les habitants, donc à travers des rendez-vous nature assez réguliers. Donc là, c'est un programme qu'on a annuel, et des actions d'implication des habitants à travers ce qu'on a appelé, nous, l'habitant jardinier, donc le fait de végétaliser l'espace public, par exemple. Voilà. Après, pour ça, je vais assez vite. Mais en synthèse, du coup, pour nous, TEN, ce que ça nous a apporté, c'était, en fait, moi, je considère que c'est vraiment un processus, en fait. TEN, c'est pas simplement un tampon qu'on a une fois pour 3 ans, mais nous, en tout cas, on le vit comme un processus qui nous permet d'évoluer sur nos pratiques d'année en année et de labellisation en labellisation. Et un processus qui permet de se structurer, de faire le bilan et d'avancer pour structurer nos actions progressivement. Ça nous a beaucoup aidé à faire de la biodiversité un sujet interservice et non plus un sujet propre à un service en spécifique. Ça nous met cette fameuse pression positive pour cet engagement qui nous oblige finalement à quand même essayer de s'y tenir. Alors ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas on tente le coup d'essayer de mettre en place ces actions concrètes parce qu'on s'y est engagé, qu'on a communiqué dessus, et du coup voilà, c'est quelque chose même au niveau des budgets qui sont votés chaque année, ça fait partie du coup des priorités puisqu'on s'est engagé pendant 3 ans, il faut qu'on s'y tienne. Donc ça, c'est aussi un aspect important. L'accès au partage d'expériences, Guillaume en parlait un petit peu tout à l'heure, de la documentation, des échanges avec d'autres territoires, ça c'est des choses qui sont très intéressantes. Et puis deux aspects non négligeables. Le fait d'avoir cette reconnaissance, pour nous, je pense que ça donne un espèce de gage de qualité sur les actions que la ville peut mettre en place. Et ça, c'est aidant pour les réponses à des appels à projets, pour des demandes de subventions. Ça fait pas tout, mais je pense que ça donne une certaine marque de confiance. Et de la même manière, nous, on l'a un peu utilisé comme une marque auprès dans le cadre de la communication qu'on fait auprès de nos habitants pour valoriser nos actions. Ça donne cette marque de fabrique qui est intéressante dans nos communications et dans la valorisation, qui reste un aspect important pour les collectivités, aussi en termes d'attractivité. Voilà, je suis passée assez vite, mais voilà pour nous. Merci Louise pour cette présentation très éclairante. Y a-t-il des remarques ou des questions suite à cette présentation? On a une question de Philippe, qui a beaucoup de questions aujourd'hui, et c'est très bien, il a bien raison. Peut-être une question plus collégiale qui est sur le coût approximatif et le délai de réalisation d'un ABC. J'imagine que ça peut être variable, c'est évidemment ce que vous allez répondre en premier, mais peut-être que vous pouvez nous donner des indications. Je veux bien donner quelques éléments de réponse. Alors effectivement, les ABC, donc les atlas de la biodiversité communale, ce sont des démarches qui généralement se déroulent sur une période entre 2 et 4 ans. Voilà. Je vais passer assez rapidement dessus, mais effectivement avec un volet, on va dire inventaire, connaissance, qui va vraiment consister à inventorier des taxons, les milieux naturels présents sur le territoire, de façon à cerner les enjeux, et puis également tout un volet mobilisation des habitants, des différents acteurs du territoire. Le coût, effectivement, il est variable selon la taille de la commune. Le coût ne sera pas le même selon que l'ABC se passe sur un village ou une grande ville, voire une intercommunalité.
globalement, ça oscille entre, alors ça va être une fourchette vraiment très large, hein, entre 15 000 à 40 000 euros. Ça peut être plus, hein, effectivement, si ça se passe à l'échelle intercommunale, ça coule de source. Mais voilà, on est globalement sur cette grosse échelle de coûts. Et donc, traditionnellement, l'OFB propose des appels à projets pour financer ces ABC. Avec une nouveauté cette année, en fait, l'ABC de l'AFB, pardon, le financement, l'appel à projet de l'OFB a été intégré au fonds vert cette année. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent cette année sur le financement des ABC. Ce qui fait un petit peu défaut, malheureusement, c'est la capacité d'accompagner ensuite ces ABC par les structures naturalistes. Donc, on a un peu un effet d'entonnoir à ce niveau-là. Mais donc, en tout cas, il sera vraisemblablement possible, on l'espère, de candidater à nouveau. Alors, c'est encore possible cette année, bien sûr, hein, mais ce sera également possible l'année prochaine de candidater aux appels à projets de l'OFB pour faire des ABC. Pour donner l'exemple, en tout cas à Montivilliers, en termes de budget, nous, 2 ans d'ABC, 4 groupes taxonomiques étudiés, 32 000 euros. Voilà. Pour notre exemple à nous, mais encore une fois, c'est une moyenne, en fait, effectivement, une bonne. On est dedans. Alors, pas une question, mais une remarque de Sophie Barbe qui félicite Louise pour cette présentation très détaillée et dynamique. Ça a été très inspirant pour elle, donc, et je la rejoins. Effectivement, c'était une belle présentation pour bien montrer ce que c'est dans la réalité un dossier TEN et sa réalisation. Si vous avez des questions, il nous reste 2-3 minutes, voilà, pour les derniers. Sinon, on restera peut-être sur ce beau petit message de fin. Alors, je vais peut-être juste apporter une précision que je n'ai pas faite tout à l'heure quand j'ai évoqué le dossier de candidature TEN, en insistant un peu lourdement sur le fait qu'il était, il était assez conséquent. Sachez que dans le cadre d'une recandidature, donc au terme des 3 ans, pour les collectivités qui souhaitent maintenir leur reconnaissance, la recandidature s'effectue par l'intermédiaire d'un dossier de candidature simplifié. Donc, il n'y a plus toute la partie questionnaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il y a juste une partie, on va dire une partie bilan sur ce qui a été fait pendant les 3 ans. Et puis ensuite, 3 fiches projets thématiques, non plus 4. Donc, voilà. Ce qui permet d'alléger quand même la procédure pour les collectivités qui sont déjà dans la démarche. Mais en tout cas, c'est vrai que, notamment pour le jury qui va évaluer les projets, toute cette partie questionnaire, elle est quand même utile parce que ça permet au jury de voir justement d'où part la collectivité, ce qu'elle a déjà pu mettre en place par le passé, pour justement pouvoir bien apprécier la démarche de progrès qui sera effectuée par la mise en œuvre du plan d'action TEN. Voilà. Et si je peux compléter, Guillaume, juste sur l'utilité de te solliciter avant de déposer un dossier, parce que je me rappelle pour nous recandidater sur notre TEN 2, on hésitait avec les actions que vous avez vues et des actions, on a un gros sujet arbre à Montivilliers, on fait pas mal de plantations, des inventaires, et on a hésité entre déposer en gros une réponse avec que des fiches actions sur le patrimoine arboré, alors connaissance aussi, gestion et mobilisation citoyenne. Et Guillaume, à juste titre, a attiré notre vigilance sur le fait que c'était un peu risqué de faire ce type de candidature. Et donc, on n'a pas fait ça, on a fait autrement et on a obtenu de nouveau le renouvellement de reconnaissance. Donc, c'est toujours utile de partager son dossier avec Guillaume avant de candidater. Voilà, tout à fait, je confirme. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en amont. Je suis là pour vous répondre à vos questions et vous accompagner au besoin. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions ou d'autres remarques, on est pile dans les délais qu'on s'était fixés. Donc, merci Caroline, merci Louise pour vos présentations. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Et à très vite, j'espère. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.